Bonjour chers tous, devant vous c'est Charles Attendel, le doctorant en communication des organisations, leadership et communication pour le développement. Je vais ici partager avec nous la question du management des organisations qui se pratique dans nos entreprises publiques et privées. Nous allons scinder ça à trois parties. La première partie, maintenant, nous évoluons avec ça sur la question de management stratégique et management opérationnel. Et les jours à venir, nous allons partager avec vous sur la question du système d'information, le processus et le diagnostic stratégique dans le management des organisations. Les organisations ont nettement évolué depuis la révolution industrielle du fait des nouvelles technologies de production naissantes et des projets considérables de la science et de la médecine. Aujourd'hui, ces organisations peuvent être classées en fonction de différents critères, par exemple dans les secteurs économiques, la nature de l'activité de l'organisation, les statuts juridiques et l'objectif poursuivi, les ressources financières, la taille de l'organisation. Alors ici, nous allons aborder la question du management stratégique et opérationnel dans le management des organisations. Le management stratégique permet de guider l'organisation sur le long terme pour assurer son avenir. Tandis que le management opérationnel décline en plan d'action à court terme les objectifs fixés par le management stratégique. Donc ici, le management stratégique concerne le moyen et long terme supérieur à 10 ans et relève uniquement de la direction générale. Donc la direction générale doit avoir une vision pour assurer l'avenir de l'organisation en définissant les orientations et objectifs de l'organisation, la structure de l'appli approprié pour l'organisation, c'est-à-dire ici la direction générale fixe des objectifs et choisit les moyens de les atteindre en intégrant les diverses contraintes auxquelles l'organisation se trouve confrontée. Une décision stratégique engage l'organisation sur le long terme. Ce type de décision assure ou non l'avenir de l'organisation. C'est une décision unique, non réversible, non programmable. C'est donc la direction générale qui prend ce type de décision, mais les conséquences de ces décisions concernent tous les acteurs de l'organisation. Le management opérationnel a des fonctions dans le management d'organisation. Donc, mobiliser et allouer les ressources pour atteindre les objectifs fixés par le management stratégique, coordonner l'action des différents membres de l'organisation. C'est-à-dire le management opérationnel agit dans trois domaines, c'est-à-dire l'organisationnel, les techniques et l'humain. Les décisions opérationnelles. L'horizon temporel de la décision opérationnelle est le court terme. Ce type de décision n'entraîne pas, a priori, le risque pour le survie de l'organisation. C'est une décision fréquente, peu complexe, donc programmable. Une décision opérationnelle peut être prise par tout le personnel dans l'organisation, même si souvent le management opérationnel est confié au personnel d'encadrement. Le management stratégique fixe le cap de management opérationnel. Donc l'opérationnel doit s'adapter aux décisions stratégiques, mais il n'a pas toujours les compétences pour mettre en œuvre efficacement ces décisions stratégiques. Cette contrainte des compétences passe souvent derrière les contraintes financières, technologiques et commerciales. La distinction entre le management stratégique et le management opérationnel n'est pas toujours évidente. Prenons l'exemple des détenus qui s'évadent dans une prison. Cet incident relève-t-il de l'opérationnel avec un manque de surveillance des gardiens de la prison ou relève-t-il des stratégies avec une prison manquant de sécurité du fait d'un manque de financement? La conception contemporaine de l'organisation a tenu la séparation entre les stratégiques et l'opérationnel.
Le facteur des contingences. Les pratiques de management se trouvent en permanence confrontées à un environnement turbulent. Impact, les nouvelles technologies, mutations économiques, impératifs écologiques, etc. Elles sont également pratiquées en fonction des contraintes internes, taille, technologie, mise en œuvre culturelle, etc. Il est illusoire de dégager des principes de management universels, applicables, susceptibles à s'adapter à toutes les situations. Qu'en est-on avec la contingence? Il n'existe pas de solution unique idéale pour le management car le manager doit s'adapter à son environnement et à son organisation. Le facteur de contingence soit interne. Là, on voit la taille, âge, culture et technologie de l'organisation. Soit externe, on voit le changement écologique, mutation économique, etc. Les rôles de l'équipe dirigeante dans le management des organisations. L'équipe dirigeante intervient à un double niveau nécessaire pour diriger l'organisation au niveau humain et au niveau technique. Cette équipe doit assurer un rôle primordial au niveau humain qui se décline en deux catégories. L'animation des hommes, la présentation de l'organisation. Elle doit également assurer un rôle au niveau technique, c'est-à-dire assurer la finalisation de l'activité à travers la fixation et le contrôle de l'activité. Les critères de différenciation des organisations. Les organisations doivent satisfaire des besoins différents en fonction des produits mis sur le marché et des consommateurs qui ils sont proposés. La première finalité des organisations est de satisfaire les besoins des consommateurs, clients, usagers, adhérents. On distingue les besoins solvables, satisfaits par l'acquisition de produits marchands, les besoins non solvables satisfaits par un acte ou un produit non marchand, les besoins sociétaux qui doivent satisfaire un groupe de personnes ou la société elle-même. L'entreprise qui atteindra les objectifs économiques ou en produisant des biens et services marchands. Une entreprise est une organisation qui dispose des moyens humains, matériels et financiers pour produire des biens ou services qui seront vendus sur un marché dans le but d'en retirer un profit. Le but de l'entreprise ici paraît simplement, il s'avère que ces finalités sont en fait multiples. Donc l'entreprise a plusieurs objectifs économiques. Elle doit avant tout produire des biens, des services dans le but de répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs. Elle va ensuite commercialiser ses biens et ses services afin d'en dégager une valeur ajoutée et un profit pour garantir sa pérennité. Les objectifs des organisations en fonction des ressources. Quelles ressources peut mobiliser une organisation pour atteindre ses objectifs? Pourquoi une cohérence entre objectifs et ressources est-elle nécessaire? Pour parvenir aux objectifs qu'elles se sont fixés, les organisations doivent prendre en compte les différentes ressources dont elles disposent. Ces ressources sont financières, humaines et des savoir-faire. La production est le processus de transformation des matières afin de créer des biens et des services. La fabrication de biens repose sur des processus de production variés. Par exemple, la production à l'unité ou en série selon la quantité fabriquée, la production en continu ou en discontinu selon la flexibilité des ateliers de production, la production sur commande ou sur stock selon les relations entretenues avec les clients. La production des services repose quant à elle sur les critères précis. Le service est immatériel et non stockable. Il est consommé en même temps qu'il est produit. Les clients participent à sa production. Les ressources des entreprises. Le management consiste à diriger une organisation. Le manager prend des décisions sous contrainte. Une des contraintes est relative aux ressources disponibles. Une entreprise ne peut fonctionner sans ressources.
Cette entreprise ne peut fonctionner, comme on l'a dit, sans ressources. Il existe différents types de ressources, c'est-à-dire les ressources financières classées en deux catégories. Les ressources internes, composées du capital et de l'autofinancement. Les ressources externes, composées de l'emprunt bancaire et de l'emprunt obligatoire. Les ressources humaines, les ressources matérielles et immatérielles. Nous sommes dans les ressources des entreprises. Le management consiste à diriger une organisation. Et ce que nous avons dit au début, une des contraintes est relative aux ressources disponibles. Une entreprise ne peut se fonctionner sans elle. C'est-à-dire, une entreprise ne peut fonctionner s'il existe de différents types de ressources. Les ressources financières classées en deux catégories. Les ressources internes composées du capital et l'autofinancement, c'est qu'on a cité tout au début, comme vous avez dit, les ressources humaines, les ressources matérielles et immatérielles. Les responsabilités sociales et sociétales de l'entreprise. Les entreprises poursuivent un but lucratif en produisant des biens et des services destinés à satisfaire des besoins. Outre leur finalité lucrative, les entreprises doivent prendre en compte leurs responsabilités sociales et sociétales. Une entreprise ne peut pas réussir dans la durée si elle tourne le dos à la société qui l'entoure, si elle ne regarde que son intérêt économique à court terme. Ce propos du fondateur de Danone souligne que la création des valeurs financières doit être associée à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les intérêts des parties prenantes, tels les salariés, les associations, les ONG, doivent être pris en compte. La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, RSE, est un concept dans lequel les organisations intègrent les préoccupations sociales et environnementales dans leurs décisions. Quelle finalité pour les organisations publiques? On distingue différentes organisations publiques. Les administrations de l'État, c'est-à-dire administration centrale, les administrations publiques, locales ou collectivités territoriales. Les activités de sécurité sociale, établissements publics administratifs qui fournissent des services non marchands pour la plupart. Les établissements publics à caractère industriel et commercial qui fournissent des services marchands en majorité. Ces organisations emploient un salarié sur 4. Elles ont par conséquent une place importante sur la société. Les organisations publiques vont produire des biens publics qui sont collectifs, individuels et extensibles, ou des services publics. Ces services publics proposés reposent sur trois grands principes. Le principe d'égalité, le principe de continuité et le principe d'adaptabilité. Ils sont financés à la fois par les impôts des contribuables et les contributions des usagers qui en bénéficient. Les personnes ayant recours aux services publics sont des usagers qui sont soumis à la réglementation et à un cadre légal des droits publics. Les clients est une personne qui bénéficie d'un bien ou service dont il a payé le prix. Il est alors soumis à un cadre légal des droits privés. Les différents types d'organisations publiques. Au-delà de leur finalité non lucrative commune, on distingue plusieurs types d'organisations publiques en fonction de l'étendue de leurs prérogatives. Les entreprises publiques ont une finalité lucrative et n'appartiennent donc pas aux organisations publiques. Donc ici, les organisations publiques ont une finalité non lucrative. On distingue les administrations centrales, administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales, comme on l'avait dit, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les associations sont réglementées par la loi qui permet cette libre création sans but lucratif. Leur statut juridique peut être différent. Elles peuvent être non déclarées, dites alors associations des faits, déclarées ou encore reconnues d'utilité publique.
Les syndicats, leur but est de défendre les intérêts généraux et de leurs adhérents. En particulier, les mutuelles, leur but est de proposer des moyens de protection à leurs adhérents. Des coopératives, leur but est de proposer des moyens de protection et de vente à moindre coût. Des partis politiques, leur but est de diffuser et de promouvoir des idées. Les organisations non gouvernementales, leur but est humanitaire ou culturel. Il existe différentes formes d'organisations à but non lucratif. Les associations, les syndicats, les mutuelles, comme on a cité, et puis avec des explications, les coopératives, les partis politiques, les organisations non gouvernementales. Elles sont financées par des droits d'entrée, des cotisations, des subventions et par des dons. Les organisations à but non lucratif ont comme finalité la satisfaction de leurs adhérents en proposant des services à prix minimal. Elles peuvent également gérer des activités qui, d'ordinaire, devraient être gérées par des organisations publiques, mais que ces derniers délèguent aux organisations à but non lucratif. Le secteur des associations est en pleine croissance. Une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager le bénéfice. Les véritables associations sont les associations reconnues d'utilité publique, les associations d'intérêt général. Les formes particulières d'associations sont les syndicats, les organisations non gouvernementales, ONG, les partis politiques. Le management stratégique, choix des objectifs et contrôle stratégique. Les objectifs en fonction de l'environnement des organisations. Donc ici, l'environnement exerce-t-il une influence déterminante sur les objectifs? L'environnement exerce-t-il une influence sur le choix des ressources? L'environnement peut être différent en fonction de sa proximité avec l'organisation. Donc l'environnement est composé l'environnement des organisations est composé d'un environnement de proximité appelé micro-environnement, dit constitué des clients, usagers, adhérents de l'organisation, des fournisseurs, concurrents, groupes de pression, pouvoirs publics et puis banques. Il est également composé d'un environnement plus large des macro-environnements, difficilement influençables, comprenant l'environnement économique, politique, technologique, écologique, juridique et socio-culturel. L'environnement est un facteur de contrainte car l'organisation doit s'y adapter, sous risque de disparaître, mais il représente aussi une source d'opportunité qui permet à l'organisation, si elle sait réagir positivement, de prospérer et pérenniser, afin de retirer tous les bénéfices de l'environnement. L'organisation doit s'y adapter et cela passe parfois par un choix des ressources dictées par l'environnement. Les objectifs stratégiques. Manager une organisation débute par la formulation des objectifs stratégiques en relation avec la finalité de l'organisation. Donc, les objectifs stratégiques ici sont déterminés par la finalité de l'organisation. Ils dépendent à la fois des ressources dont elle dispose et de son environnement, macro et micro-environnement. Si ces derniers peuvent être source d'opportunités, il peut être aussi facteur de contraintes. Donc, l'appréhension de l'environnement est d'autant plus complexe qu'il est instable. Le produit et son marché, donc demande et offre. La finalité de l'organisation est de satisfaire ses clients usagers adhérents en proposant des produits, biens et services. Les organisations proposent des produits dont le but est de satisfaire les besoins de leurs clients, usagers clients. Ces produits se déclinent sous forme de biens et services. Ces produits sont proposés à une population qui représente la demande du marché. Cette demande est composée des consommateurs de l'organisation, des consommateurs potentiels de l'organisation, à savoir les consommateurs des organisations concurrentes, et des non-consommateurs relatifs et absolus.
Pour mieux cibler la population à qui l'organisation va proposer ses produits, celle-ci va segmenter de façon à rendre l'offre et la demande du produit la plus adéquate possible. Ainsi, et elle va découper la population en groupes d'individus au comportement et besoins homogènes par rapport aux produits. Différents critères de segmentation sont utilisés comme des critères géographiques, des personnalités, des comportements d'achat et de génération. Les décisions stratégiques et l'offre des organisations. Pour atteindre des objectifs stratégiques, une organisation prend des décisions stratégiques. Les processus stratégiques en déclinent en plusieurs axes. Ce que sait faire l'organisation, c'est l'objet du diagnostic stratégique. Ce que veut faire l'organisation, c'est l'objet des objectifs stratégiques. Comment elle veut le faire, c'est l'objectif des décisions stratégiques. Une décision stratégique a souvent des incidents sur l'offre des produits et services fournis par les organisations. Une décision stratégique peut être définie et appliquée au niveau global ou par domaine. Prise de décision stratégique et d'émergence. Prendre une décision, c'est faire des choix en fonction des informations disponibles. Ces informations sont souvent imparfaites, comme tenir compte de ces informations imparfaites dans la prise de décision et son processus. C'est-à-dire ici, prendre une décision dans l'organisation, c'est faire des choix en fonction des informations disponibles. Ces informations sont souvent imparfaites. Pour être de qualité, une information doit être fiable, pertinente, rentable, rapide d'accès et objective. Le processus de prise de décision est résumé par le modèle IMC. La prise de décision est influencée par les personnalités des décideurs et la théorie de la rationalité limitée. La stratégie émergente consiste à tenir compte des évolutions de l'environnement pour adapter les stratégies planifiées. Processus d'alerte et de régulation. L'étude de la performance de l'organisation au travers des indicateurs et la diffusion des informations traitées grâce au système d'information mis en place permet aux dirigeants de l'organisation de prendre des actions correctrices dans une recherche permanente des résultats toujours meilleurs. Donc ici, l'organisation va mettre en œuvre un processus d'alerte tout au long du cycle de production, en amont et en aval de la production. Ce processus d'alerte suppose la mise en place des contrôles qui doivent permettre de déceler les dysfonctionnements ou les écarts entre les objectifs pris en préalable et la réalisation intermédiaire ou finale de la production. Une fois ces écarts ou dysfonctionnements mis en évidence, l'organisation va prendre ces mesures de correction à travers d'un processus de régulation dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Les contrôles stratégiques et les critères d'évaluation. Après avoir défini les objectifs stratégiques et la mise en œuvre des décisions stratégiques, les organisations doivent mesurer les résultats de ces décisions. Donc, les contrôles ont pour vocation de vérifier que les efforts déployés concurrents à la réalisation des objectifs fixés. La stratégie réclame un contrôle qui s'appuie sur des critères d'évaluation quantitative et qualitatifs. Pour mettre en œuvre une stratégie, il faut la décliner au niveau opérationnel sous forme de plans d'action et de budget. Le contrôle stratégique est dynamique. Il est nécessaire de vérifier, vérifier régulièrement que les hypothèses de base sur lesquelles reposent les orientations stratégiques restent vérifiées. C'est le rôle de la veille stratégique. Voilà.